Khadija Mohsen-Finan, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, enseignante-chercheur à l'université de Panthéon-Sorbonne et vous êtes surtout la co-auteure avec Pierre Vermeuren de ce livre Dissidents du Maghreb. Alors c'est un récit qui nous entraîne dans les indépendances à travers différents dissidents, mais est-ce que ce terme dissident n'est pas un peu incongru pour le Maghreb où on sait que certains pays ont passé des alliances avec l'Occident à l'époque et le terme dissident tel que l'on l'a entendu notamment dans les pays d'Europe de l'Est n'est pas vraiment aussi approprié pour le Maghreb. Alors, on n'a pas l'habitude de parler de dissidence pour cette région du monde, et là, vous donnez aussi la raison dans votre question, c'est que effectivement, depuis après les indépendances, les États qui ont gouverné ces trois pays du Maghreb central avaient d'excellentes relations avec les pays occidentaux. Et donc n'étaient pas dans des schémas politiques différents, ce qui fait que, effectivement, contrairement aux dissidents soviétiques, les dissidents du Maghreb n'ont pas été aidés par les pays occidentaux, n'ont pas été considérés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été nommés comme tels. Alors, à travers votre ouvrage, vous identifiez trois grandes formes de dissidence depuis les indépendances, à travers les rejetés du nationalisme arabe, les socialistes et puis les islamistes. Oui, historiquement, il y a eu ceux, d'abord, les compagnons de route du nationalisme, qui ont été écartés parce que le pouvoir, comme on le dit, ne se partage pas et qu'il fallait qu'il y ait un leader et un seul leader. Et donc, ils ont été écartés. Ensuite, historiquement, il y a eu effectivement les socialistes, les nationalistes arabes et il y a eu, à partir pour la Tunisie de la fin des années 60, les islamistes. Donc, le premier pays à avoir vu émerger le phénomène islamiste est la Tunisie. Avec différentes époques, différents traitements par les pouvoirs. Ben Barka, oui. Un assassinat non encore élucidé, beaucoup d'emprisonnement pour les socialistes aussi. Oui, alors même pour les socialistes, il y a eu des traitements différents. Ben Barka, que vous venez de citer, c'était quelqu'un qui appelait à un régime républicain au Maroc, donc il fallait absolument l'éliminer. Il n'était pas question de le ramener dans le giron du pouvoir ou du monde politique. Pour les islamistes, effectivement, c'est un traitement différent, parce que autant pour les autres, ils ont caressé les dirigeants, ont caressé l'espoir de les ramener dans le giron du pouvoir, autant pour les islamistes, il n'était pas question de ça, c'était l'ennemi intérieur aidé par l'extérieur et il fallait les éliminer, il fallait les casser, il fallait les discréditer et les prisons en étaient pleines. Si bien qu'en 2011, lorsque la révolution a éclaté en Tunisie et que les portes des prisons se sont ouvertes, je crois qu'on avait 20 000 islamistes dans les prisons tunisiennes. Le choix, c'était l'exil ou la prison à l'époque. Oui, quand ils pouvaient s'exiler, quand ils avaient les moyens de s'exiler, ils n'ont pas été beaucoup aidés par un pays comme la France, par exemple. Donc les grosses carpes étaient en exil et les autres restaient à l'intérieur du pays, ce qu'on observe aujourd'hui en Égypte, par exemple. Le printemps arabe est venu changer la donne. Maintenant, ils ont été intégrés dans des coalitions au pouvoir, ils sont tolérés. Alors, ça c'était... Au Maroc, notamment, on les avait reconnus politiquement un peu avant, mais il y a eu une accélération à partir du printemps arabe. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est à partir de cette observation qu'on a eu l'idée de faire ce livre qui est finalement une réécriture de l'histoire politique des pays du Maghreb à travers le prisme de la dissidence. C'est-à-dire qu'à partir de 2011, on s'est dit finalement qui est opposant, qui est dissident dans cette zone du monde. Alors, ça a changé la donne, évidemment, mais ça l'a changé différemment. En Tunisie, par exemple, les islamistes, la mouvance a été banalisée. C'est devenu un acteur comme les autres. Et ça, à partir de mars 2011, date à laquelle ce qu'on appelle le cheikh, c'est-à-dire Rachid Ghannouchi, rentre de Londres en Tunisie et qu'il est accueilli par des milliers de personnes à l'aéroport. Au Maroc, ça s'est passé différemment, c'est-à-dire que les islamistes du PJD, parti reconnu, parti de la justice et du développement, sont passés du Parlement, où ils étaient tolérés, comme vous dites très justement,
au gouvernement. Simplement, ils sont passés à la tête d'un gouvernement alors que le gouvernement ne prend pas les grandes décisions concernant les grands dossiers du Maroc, puisque ces décisions sont prises par le palais et par les conseillers du roi. Ils n'ont pas encore tous été intégrés dans le jeu politique au Maroc. Il y a l'exemple de Al-Adoul al-Islam qui n'a pas encore eu de reconnaissance pour un parti politique. Al-Adoul al-Hassan, Justice et Bienfaisance, demande régulièrement la reconnaissance d'un parti politique qu'il n'obtient pas. Donc effectivement, c'est à la fois une mouvance islamiste, un groupe de pression et individuellement des gens qui viennent grossir les rangs du PJD par leur vote. Donc effectivement, la frontière n'est pas très bien établie au sein de cette nébuleuse islamiste au Maroc. Le printemps arabe aussi et les nouvelles configurations du pouvoir ont donné lieu à de nouvelles revendications, certaines plus ou moins historiques, notamment des revendications foncières. Notamment en Tunisie, je crois. Oui, l'exemple de Jemna dans le sud tunisien est tout à fait révélateur de cela, puisque c'était des oasis dattières dans le sud du pays qui avaient été confisquées par le colonisateur français, il faut bien le dire, puisqu'ils avaient pris les meilleures terres. Et par la suite, à l'indépendance, Bourguiba avait créé l'office de la gestion, oui. Donc un office pour gérer ces territoires. Et donc, c'était récupéré par l'État progressivement sous Ben Ali. Effectivement, certaines de ces terres avaient été louées pour des sommes vraiment assez ridicules, modiques, par des amis de Ben Ali ou du clan de Ben Ali. Et donc, les descendants des propriétaires de ces terrains n'en avaient pas la jouissance. Et à partir de 2011, ils mettent la main sur ces terres qu'ils récupèrent. Et ils mettent en place une coopérative qui gère ces terres, qui les gère bien, puisqu'ils arrivent à nourrir plusieurs familles. Dans les nouveaux mouvements qui ont émergé ces derniers mois, il y a le mouvement Rifin Irak là, qui est parti. Et on retrouve un peu comme dans le printemps tunisien, une certaine contestation par rapport à un ordre établi qui méprise, et je crois qu'il y a un terme au gras qui justifie ça, les petites gens, les petits vendeurs, que ce soit de poissons, de fruits et légumes. Oui, il est question, si vous voulez, cette contestation qui vient du RIF est traditionnelle. Elle rebondit à l'occasion d'événements comme la mort de ce vendeur de poissons. Mais si vous voulez, ça a un caractère un peu particulier. Il s'agit d'inégalités régionales. Il s'agit effectivement de moindre développement de certaines régions par rapport à d'autres au Maroc et ailleurs. Sauf que, effectivement, puisque traditionnellement, ils ont contesté le pouvoir, qu'ils ont eu une république éphémère et qu'ils se sentent lésés, qu'il y a un sentiment d'être lésés, si vous voulez, la résonance de ces contestations prend une tournure tout à fait particulière et ils sont dans un affrontement avec le pouvoir aujourd'hui, le pouvoir qui gère très mal cette dissidence d'ailleurs. Dernier acteur que l'on a vu émerger aussi durant cette période des printemps, ce sont les cyberdissidents, avec des campagnes maintenant qui peuvent être menées, même des campagnes de boycott. Oui, les cyberdissidents, si vous voulez, ils sont dans le paysage depuis bien avant la Révolution. Ils ont contribué à faire chuter le régime de Ben Ali et ils ont été, si vous voulez, ils ont trouvé un espace alternatif d'expression puisque tout était verrouillé. Mais aujourd'hui, ils mesurent leur force de mobilisation, leur force de contestation et ils défient véritablement les États qui ne savent toujours pas comment gérer cette cyberdissidence. Ça s'est vu encore récemment au Maroc avec une campagne sur les boycotts des produits laitiers. Radija Mohsen Finan, merci beaucoup. Merci.